Bonjour tout le monde. Donc, on va aborder la deuxième partie de la vidéo concernant le Big Bang. Ça sera la vidéo numéro 0 comme introduction. Et ça sera Wikipédia bis. Et bien sûr, là pour la première. La première. La deuxième partie de la première vidéo. Alors, le temps de mettre ça en place. Allez, on va parler des problèmes apparents posés par le Big Bang et leurs solutions. Alors, je pense que ça va pas être très simple, mais bon, on va essayer. L'étude des modèles de Big Bang révèle un certain nombre de problèmes inhérents à ce type de modèle. En l'absence de modification, le modèle naïf du Big Bang apparaît peu convaincant car il nécessite de supposer qu'un certain nombre de quantités physiques sont soit extrêmement grandes, soit extrêmement petites par rapport aux valeurs que l'on pourrait naïvement penser leur attribuer. En d'autres termes, le Big Bang semble nécessiter d'ajuster un certain nombre de paramètres à des valeurs inattendues pour pouvoir être viable. Ce type d'ajustement fin de l'univers est considéré comme problématique dans tout modèle physique, en rapport avec la cosmologie ou pas, d'ailleurs, au point que le Big Bang peut être considéré comme un concept posant autant de problèmes qu'il en résout, rendant cette solution peu attractive, malgré ses succès à expliquer nombre d'observations. Fort heureusement, des scénarios existent, en particulier l'inflation cosmique, qui inclut dans les modèles de Big Bang, permettant d'éviter les observations initialement considérées comme étant problématiques. Il est ainsi possible d'avoir aujourd'hui une vision unifiée du contenu matériel, de la structure, de l'histoire et de l'évolution de l'univers, appelée par analogie avec la physique des particules, le modèle standard de la cosmologie. Alors, le premier problème, le problème de l'horizon. Donc, pareil, ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez faire vos recherches. Si, si le thème vous plaît, bien sûr. Si vous sentez l'âme d'un scientifique. Alors, les observations indiquent que l'univers est homogène et isotrope. Il est possible de montrer, à l'aide des équations de Friedman, vous occupez pas de ça, qu'un univers homogène et isotrope, à un instant donné, va le rester. Par contre, le fait que l'univers soit homogène et isotrope dès l'origine est plus difficile à justifier. À l'exception d'arguments esthétiques et de simplicité, il n'existe pas a priori de raison valable de supposer que l'univers soit aussi homogène et isotrope que ce qui est observé. Aucun mécanisme satisfaisant n'explique par ailleurs pourquoi il devrait exister de petits écarts à cette homogénéité, comme ceux qui sont observés dans les anisotropies du fond diffus cosmologique, et qui seraient responsables de la formation des grandes structures dans l'univers, comme les galaxies, les amas de galaxies. Cette situation est insatisfaisante, et on a longtemps cherché à proposer des mécanismes qui, partant de conditions initiales relativement génériques, pourraient expliquer pourquoi l'univers a évolué vers l'état observé à notre ère. On peut en effet montrer que deux régions distantes de l'univers observable sont tellement éloignées l'une de l'autre qu'elles n'ont pas eu le temps d'échanger une quelconque information, combien même elles étaient bien plus proches l'une de l'autre par le passé qu'elles ne le sont aujourd'hui.
Le fait que ces régions distantes présentent essentiellement les mêmes caractéristiques reste donc difficile à justifier. Ce problème est connu sous le nom de problème de l'horizon. Alors maintenant, on va voir le problème. Attends, attendez une minute. Il est où le cordon pour recharger? Le cordon? J'en sais rien moi. Recharger le téléphone. Mince. C'est ça. En tout cas, il doit décharger. Non, mais j'ai pas envie qu'il se décharge pendant que je suis en train de faire un truc. D'accord, bon. Un petit problème technique. Alors, du coup. Alors, je regarde si je suis bien en phase 2. Ouais, c'est bon. Alors, le problème maintenant de la platitude. Vous savez que l'univers, on a l'univers plat, l'univers un petit peu gonflé, et puis l'univers carrément, carrément rond comme la Terre, hein. Voilà. Donc tout comme la Terre, il y a les partisans du plat, du gonflé, et de la, de, du rond, enfin de l'arrondi. Alors maintenant le problème de la platitude. Un autre problème qui apparaît quand on considère l'étude de l'évolution de l'univers et celui de son éventuel rayon de courbure. Le rayon de courbure. La relativité générale indique que si la répartition de matière est homogène dans l'univers, alors la géométrie de celui-ci ne dépend que d'un paramètre appelé la courbure spatiale. Intuitivement, cette quantité donne l'échelle de distance au-delà de laquelle la géométrie euclidienne, comme le théorème de Pythagore, cesse d'être valable. Par exemple, la somme des angles d'un triangle de taille gigantesque, imaginons un triangle de plusieurs milliards d'années-lumière, pourrait ne pas être égale à 180 degrés. Eh oui, il reste parfaitement possible que de tels effets, non observés, n'apparaissent qu'à des distances bien plus grandes que celles de l'univers observable. Néanmoins, un problème apparaît. Si on remarque que cette échelle de longueur, appelée le rayon de courbure, a tendance à devenir de plus en plus petite par rapport à la taille de l'univers observable. En d'autres termes, si le rayon de courbure était à peine plus grand que la taille de l'univers observable, il y a 5 milliards d'années, il devrait être aujourd'hui plus petit que cette dernière, et les effets géométriques submentionnés devraient devenir visibles. En continuant ce raisonnement, il est possible de voir qu'à l'époque de la nucléosynthèse, le rayon de courbure devait être immensément plus grand que la taille de l'univers observable pour que les effets dus à la courbure ne soient pas encore visibles aujourd'hui. Le fait que le rayon de courbure soit encore aujourd'hui plus grand que la taille de l'univers observable est connu sous le nom de problème de la platitude. Alors maintenant, on va voir le problème des monopoles. Pas monopole, hein, monopole. Avec un petit chapeau sur le haut. Les monopoles. La physique des particules prévoit l'apparition progressive de nouvelles particules lors du refroidissement résultant de l'expansion de l'univers. Certaines sont produites lors d'un phénomène appelé la transition de phase, que l'on pense générique dans l'univers primordial.
Ces particules, dont certaines sont appelées des monopôles, ont la particularité d'être stables, extrêmement massives, ordinairement 10 puissance 15 fois plus que le proton, et bien sûr très nombreuses. Si de telles particules existaient, leur contribution à la densité de l'univers devrait en fait être considérablement plus élevée que celle de la matière ordinaire. Or, si une partie de la densité de l'univers est due à des formes de matière mal connues, il n'y a certainement pas la place pour une proportion significative de monopôles. Le problème des monopôles est donc la constatation qu'il n'existe pas en proportion significative de telles particules massives dans l'univers, alors que la physique des particules prédit naturellement leur existence avec une abondance très élevée. C'est ce qu'on appelle un casse-tête. Alors maintenant, on va voir le problème de la formation des structures. Donc pareil, le sujet ne sera pas développé au-delà de quelques mots. Si l'observation révèle que l'univers est homogène à grande échelle, elle révèle aussi qu'il présente des hétérogénéités importantes à plus petite échelle. Les planètes, les étoiles, les galaxies, etc., etc. Le fait que l'univers présente des hétérogénéités plus marquées à petite échelle n'est pas évident en soi. L'on sait expliquer comment, dans certaines circonstances, une petite hétérogénéité dans la distribution de matière peut croître jusqu'à former un objet astrophysique significativement plus compact que son environnement. C'est ce que l'on appelle le mécanisme d'instabilité gravitationnelle ou l'instabilité de Jeans, du nom de James Jeans. Cependant, pour qu'un tel mécanisme se produise, il faut supposer la présence initiale d'une petite hétérogénéité et de plus la variété des structures astrophysiques observées indique que la répartition en amplitude et en taille de cette hétérogénéité initiale suit une loi bien précise, connue sous le nom de spectre de Harrison-Zeldovich. Les premiers modèles de Big Bang étaient dans l'incapacité d'expliquer la présence de telles fluctuations. On parlait alors du problème de la formation des structures. Alors tous ces problèmes-là, on peut détailler on peut détailler. Mais après, je pense que c'est déjà assez compliqué comme ça, on va pas compliquer plus. Alors maintenant, quelles sont les solutions proposées concernant le problème de l'horizon? Les problèmes de l'horizon et de la platitude ont une origine commune. Le problème de l'horizon vient du fait qu'à mesure que le temps passe, l'on a accès à des régions de plus en plus grandes et contenant de plus en plus de matière. Par exemple, avec une expansion dictée par de la matière ordinaire, un nombre croissant de galaxies est visible au cours du temps. Il est donc surprenant que celles-ci possèdent les mêmes caractéristiques. On se rend compte que ce problème pourrait être résolu si on imaginait qu'une certaine information sur l'état de l'univers ait pu se propager extrêmement rapidement tôt dans l'histoire de l'univers. Dans un tel cas, des régions extrêmement distantes les unes des autres pourraient avoir échangé suffisamment d'informations pour qu'il soit possible qu'elles soient dans des configurations semblables. La relativité restreinte stipule, cependant, que rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière. Aussi, paraît-il difficilement imaginable que le processus proposé soit possible.
Néanmoins, si on suppose que l'expansion de l'univers est très rapide et se fait à un taux d'expansion constant, alors on peut contourner la limitation de la relativité restreinte. En effet, dans un tel cas, la distance entre deux régions de l'univers croît exponentiellement au cours du temps, tandis que la taille de l'univers observable reste constante. Une région initialement très petite et homogène va donc avoir la possibilité de prendre une taille démesurée par rapport à la région de l'univers qui est observable. Quand cette phase à taux d'expansion constant s'achève, la région homogène de l'univers dans laquelle nous nous trouvons peut alors être immensément plus grande que celle qui est accessible à nos observations. Quand bien même la phase d'expansion classique reprend son cours, il devient naturel d'observer un univers homogène sur des distances de plus en plus grandes, tant que les limites de la région homogène initiale ne sont pas atteintes. Un tel scénario nécessite que l'expansion de l'univers puisse se faire à taux constant, ou plus généralement de façon accélérée. La vitesse à laquelle deux régions distantes s'éloignent doit croître avec le temps. Les équations de Friedman stipulent que cela est possible, mais au prix de l'hypothèse qu'une forme de matière atypique existe dans l'univers. Et cette matière doit en plus avoir une pression négative. Alors maintenant, sous le problème de la platitude. Le problème de la platitude peut se résoudre de façon essentiellement identique. Initialement, le problème vient du fait que le rayon de courbure croît moins vite que la taille de l'univers observable. Or cela peut ne plus être vrai si la loi qui gouverne l'expansion est différente de celle qui gouverne l'expansion d'un univers empli de matière ordinaire. Si en lieu et place de celle-ci on imagine qu'une autre forme de matière aux propriétés atypiques existe, que sa pression soit négative, alors on peut montrer que, dans un tel cas, le rayon de courbure va croître plus vite que la taille de l'univers observable. Si une telle phase d'expansion s'est produite dans le passé et a duré suffisamment longtemps, alors il n'est plus surprenant que le rayon de courbure ne soit plus mesurable. Toujours le nez qui... Alors, sur le problème maintenant des monopoles. Enfin, le problème des monopoles est naturellement résolu avec une phase d'expansion accélérée, car celle-ci a tendance à diluer toute la matière ordinaire de l'univers. Cela amène un nouveau problème. La phase d'expansion accélérée laisse un univers homogène, spatialement plat, sans reliques massives, mais vide de matière. Il faut donc repeupler l'univers avec de la matière ordinaire à l'issue de cette phase d'expansion accélérée. Le scénario de l'inflation cosmique, proposé par Alan Guth au début des années 1980, répond à l'ensemble de ces critères. La forme de matière atypique qui cause la phase d'expansion accélérée est ce que l'on appelle un champ scalaire, souvent appelé inflation dans ce contexte, qui possède toutes les propriétés requises. Il peut être à l'origine du démarrage de cette phase accélérée si certaines conditions favorables génériques se trouvent réunies en un endroit de l'univers. À l'issue de cette phase d'expansion accélérée, c'est le champ scalaire lui-même responsable de cette phase d'expansion qui devient instable et se désintègre en plusieurs étapes, en particules, du modèle standard, au cours d'un ensemble de processus complexes appelés le préchauffage et le réchauffage. Les premiers modèles d'inflation souffraient d'un certain nombre de problèmes techniques, notamment les circonstances
qui donnait lieu au démarrage de la phase d'expansion accélérée et à son arrêt était peu satisfaisante. Les modèles d'inflation plus récents évitent ces écueils et proposent des scénarios tout à fait plausibles pour décrire une telle phase. Alors, sur la formation des grandes structures. De plus, l'inflation possède, comme toute forme de matière, des fluctuations quantiques, résultat du principe d'indétermination d'Heisenberg. Bon, on va pas rentrer dans les détails, sinon on y comprend encore plus. Déjà, on ne comprend pas grand-chose. Ça risque d'être encore plus dur. Une des conséquences inattendues de l'inflation est que ces fluctuations, initialement de nature quantique, évoluent durant la phase d'expansion accélérée pour devenir des variations classiques ordinaires de densité. Par ailleurs, le calcul du spectre de ces fluctuations effectué dans le cadre de la théorie des perturbations cosmologiques montre qu'il suit précisément les contraintes du spectre de Harrison-Zeldovich. On va pas s'éterniser là-dessus. Ceux qui se sentent l'âme d'un scientifique peuvent explorer le sujet. De toute façon, dès qu'on entre dans la physique quantique, on entre dans le très complexe. Même les scientifiques, ils savent même pas. Hein, donc, même eux, ils ont du mal. Donc. Ainsi, l'inflation permet d'expliquer l'apparition de petits écarts à l'homogénéité de l'univers, résolvant du même coup le problème de la formation des structures submentionnées. Ce succès inattendu de l'inflation a immédiatement contribué à en faire un modèle extrêmement attractif, d'autant que le détail des inhomogénéités créées lors de la phase d'inflation peut être confronté aux inhomogénéités existantes dans l'univers actuel. L'accord remarquable entre les prévisions du modèle cosmologique standard et l'exploitation des données relatives aux fluctuations du fond diffus, fournies entre autres par les satellites COBE et WMAP, et de façon beaucoup plus précise encore par le satellite Planck, ainsi que les catalogues de galaxies comme celui réalisé par la mission SDSS, est sans nul doute un des plus grands succès de la cosmologie du XXe siècle. Il n'en demeure pas moins que des alternatives à l'inflation ont été proposées malgré le succès indéniable de celle-ci. Parmi ceux-ci, citons le pré-Big Bang, proposé entre autres par Gabriel Veneziano, et l'autre c'est l'univers ekpyrotique. Bon, voilà, on ne donne pas dans les détails, hein, c'est des alternatives scientifiques. Le premier est plus facile à comprendre, parce que le pré-Big Bang, ça veut dire que avant le Big Bang, il y a eu encore quelque chose. Alors l'univers ekpyrotique, c'est un modèle qui explique en fait l'univers ekpyrotique, c'est un modèle qui explique l'origine de l'univers autrement que par le Big Bang. Hein. C'est une variante. Ces modèles sont globalement considérés comme moins génératiques, moins esthétiques et moins achevés que les modèles d'inflation. Ce sont donc ces derniers qui, à l'heure actuelle, sont de loin considérés comme les plus réalistes. Vous aurez compris que même les scientifiques ne le savent même pas. Mais bon, ils cherchent tout ce qui est plausible. Alors, maintenant, on va parler du modèle standard de la cosmologie. Si vous êtes toujours là, je vous applaudis parce que c'est pas facile. C'est pas facile pour moi. Et on peut supposer que c'est encore plus dur pour vous.
Mais si vous êtes là, c'est bien. Alors je vous rassure, toutes les vidéos ne sont pas aussi techniques. Il y en a qui sont, il y en a qui le seront, d'autres un petit peu moins. Après, ça dépend de votre niveau intellectuel, c'est toujours pareil. Ça dépend, et ça dépend aussi de moi, je présente les choses, quoi. Alors, le modèle standard de la cosmologie. La construction de ce qui est désormais appelé le modèle standard de la cosmologie est la conséquence logique de l'idée du Big Bang proposée dans la première partie du XXe siècle. Ce modèle standard de la cosmologie, qui tire son nom par analogie avec le modèle standard de la physique des particules, offre une description de l'univers compatible avec l'ensemble des observations de l'univers. Il stipule en particulier les deux points suivants. Premier point, l'univers observable est issu d'une phase dense et chaude qu'on appelle le Big Bang, durant laquelle un mécanisme a permis à la région qui nous est accessible d'être très homogène, mais de présenter de petits écarts à l'homogénéité parfaite. En fait, c'est homogène, mais en fait, non. C'est homogène sans. Avec, voilà, un petit peu d'hétérogénéité. Ce mécanisme est probablement une phase de type inflation, quoique d'autres mécanismes aient été proposés. Et enfin, deuxième point, l'univers actuel est empli de plusieurs formes de matière. Nous avons pour commencer les photons, c'est-à-dire les particules représentant toute forme de rayonnement électromagnétique. Nous avons les neutrinos. Nous avons ce qu'on appelle la matière baryonique, qui forme ce qu'on appelle les atomes. On a aussi une ou plusieurs formes de matière inconnues en laboratoire, mais prédites par la physique des particules, appelée la matière noire, responsable entre autres de la structure des galaxies, bien plus massive que l'ensemble des étoiles qui les composent. La matière noire. Et enfin, une forme d'énergie aux propriétés inhabituelles, appelée énergie noire ou constante cosmologique, responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers observée aujourd'hui, et probablement sans rapport direct avec l'inflation. Un très grand nombre d'observations astronomiques rendent ces ingrédients indispensables pour décrire l'univers que nous connaissons. La recherche en cosmologie vise essentiellement à déterminer l'abondance et les propriétés de ces formes de matière, ainsi qu'à contraindre le scénario d'expansion accélérée de l'univers primordial, ou d'en proposer d'autres. Trois ingrédients de ce modèle standard de la cosmologie nécessitent de faire appel à des phénomènes physiques non observés en laboratoire: l'inflation, la matière noire et l'énergie noire. Néanmoins, les indications observationnelles en faveur de l'existence de ces trois phénomènes sont telles qu'il semble extrêmement difficile d'envisager d'éviter d'y faire appel. Il n'existe de fait aucun modèle cosmologique satisfaisant s'affranchissant d'un ou plusieurs de ces ingrédients. Donc là, bon, c'est la physique quantique. Donc une petite pause, temps de souffler. Alors, nous allons voir tout de suite quelles sont les idées fausses concernant le Big Bang. Tout d'abord, première idée fausse, le Big Bang ne se réfère pas à un instant initial de l'histoire de l'univers. Eh oui.
Il indique seulement que celui-ci a connu une période dense et chaude. En fait, Big Bang, ça veut dire période dense et chaude. Mais il y a pu avoir quelque chose avant le Big Bang. Parce qu'on, de toute façon, on est dans des hypothèses. De nombreux modèles cosmologiques décrivent de façon très diverse cette phase dense et chaude. Le statut de cette phase a d'ailleurs été soumis à maints remaniements. Dans un de ses premiers modèles, Georges Lemaître proposait un état initial dont la matière aurait la densité de la matière nucléaire, c'est-à-dire 10 puissance 15 grammes par centimètre cube. Lemaître considère à juste titre qu'il était difficile de prétendre connaître avec certitude le comportement de la matière à de telles densités et supposait que c'était la désintégration de ce noyau atomique géant et instable qui avait initié l'expansion, ce qu'on appelle l'hypothèse de l'atome primitif. Là, un atome primitif, donc un gros, un atome très, un atome très grand, voire même géant, instable, avec une énorme densité. Auparavant, Lemaître avait en 1931 fait remarquer que la mécanique quantique devait invariablement être invoquée pour décrire les tout premiers instants de l'histoire de l'univers, jetant par là les bases de la cosmologie quantique, et que les notions de temps et d'espace perdaient probablement leur caractère usuel. Donc en fait, la physique quantique, la mécanique quantique, défie toutes les lois actuelles. Le temps n'est pas... Imaginez un temps qui n'est pas le même, un espace qui n'est pas le même, que tout ce qui est vrai en physique actuellement ne l'est plus, ne l'est plus dans la physique quantique. Ou au moins aux origines de l'univers. Toute la géométrie, tout ce qui est les théorèmes de Pythagore, de Thalès, dans la physique quantique, ça marche autrement. Aujourd'hui, certains modèles d'inflation supposent par exemple un univers éternel. D'autres modèles, comme celui du pré-Big Bang, supposent un état initial peu dense, mais en contraction, suivi d'une phase de rebond. D'autres modèles encore, basés sur la théorie des cordes, prédisent que l'univers observable n'est qu'un objet appelé Brane, tiré du mot anglais membrane, identique à sa traduction française, plongé dans un espace à plus de 4 dimensions, qu'on appelle le bulk. 4 dimensions. Le Big Bang et le démarrage de l'expansion étaient dus à une collision entre deux brins, et on a appelé ça en fait l'univers ekpyrotique. Cependant, c'est lors de cette phase dense et chaude que se forment les particules élémentaires que nous connaissons aujourd'hui, puis plus tard toutes les structures que l'on observe dans l'univers. Ainsi reste-t-il légitime de dire que l'univers est né du Big Bang, au sens où l'univers tel que nous la connaissons s'est structuré à cette époque. Mais l'univers que nous connaissons à notre époque a peut-être suivi un univers que nous ne connaissons pas. Puisqu'on ne l'a jamais vu. Ouais, c'est un petit peu de philosophie. Y a-t-il eu quelque chose avant l'univers? Alors, deuxième fausse idée qu'on se fait sur le Big Bang, c'est l'idée d'explosion.
Alors, tout d'abord, le Big Bang n'est pas une explosion, et le Big Bang ne s'est pas produit quelque part. Voilà. Il s'est produit partout, et non pas quelque part. Ça, c'est... Pourquoi on a cette idée fausse? Parce que c'est comme ça qu'on le présente à la télé, où on montre une explosion, et... je sais pas, un atome qui explose, et puis... non. Donc, le Big Bang ne s'est pas produit en un point d'où aurait été éjectée la matière qui forme aujourd'hui les galaxies, contrairement à ce que son nom suggère et ce que l'imagerie populaire véhicule souvent. À l'époque du Big Bang, les conditions qui régnaient partout dans l'univers, du moins la région de l'univers observable, étaient identiques. Il est par contre vrai que les éléments de matière s'éloignaient alors très rapidement les uns des autres du fait de l'expansion de l'univers. Le terme de Big Bang renvoie donc à la violence de ce mouvement d'expansion, parce que imaginez que bam, ça c'est voilà, en quelques secondes. Hein. Donc le terme de Big Bang renvoie donc à la violence de ce mouvement d'expansion, mais pas à un lieu privilégié. En particulier, il n'y a pas de centre du Big Bang, ou de direction privilégiée dans laquelle il nous faudrait observer pour le voir. Le Big Bang, c'est là, c'est partout, c'est là, derrière, devant, en face. Et, l'univers s'est étendu dans tous les côtés, quoi. Ça part pas d'un point précis et non. Il y a pas de noyau et pas de. Alors, c'est l'observation des régions lointaines de l'univers, quelle que soit leur direction d'ailleurs, qui nous permet de voir l'univers tel qu'il était par le passé. Car la lumière voyageant à une vitesse finie, elle nous fait voir des objets lointains tels qu'ils étaient à une époque reculée, leur état actuel nous étant d'ailleurs inaccessible. Et donc de nous rapprocher de cette époque. Donc en fait ce qu'on voit au loin dans le ciel, en fait on est en train de voir le passé et non pas le présent. On voit avec un temps de retard en fait. Donc, ce qui nous est donné de voir aujourd'hui n'est pas l'époque du Big Bang humain, mais le fond diffus cosmologique, sorte d'écho lumineux de cette phase chaude de l'histoire de l'univers. Ce rayonnement est essentiellement uniforme, quelle que soit la direction dans laquelle on l'observe, ce qui indique que le Big Bang s'est produit de façon extrêmement homogène dans les régions qui nous est possible d'observer. La raison pour laquelle il n'est pas possible de voir jusqu'au Big Bang est que l'univers primordial est opaque au rayonnement du fait de sa densité élevée, de même qu'il n'est pas possible de voir directement le centre du Soleil et que l'on ne peut observer que sa surface. Voilà, c'est le fond diffus cosmologique. Donc, c'est impossible de voir le Big Bang puisque c'est noir, c'est opaque. On peut pas avoir d'ici ce qui est opaque. On peut voir tout ce qui est ultraviolet, ultra rouge, mais après c'est impossible. Alors, quelles sont les implications philosophiques et le statut épistémologique? L'aspect étonnamment créationniste que suggère le Big Bang, du moins dans son interprétation naïve, a bien sûr été à l'origine de nombreuses réflexions, y compris hors des cercles scientifiques, puisque pour la première fois était entrevue la possibilité que la science apporte des éléments de réponse à des domaines jusque-là réservés
à la philosophie et à la théologie. Ce point de vue sera en particulier exprimé par le pape Pie XII. Remarquons au passage que la chronologie suggérée par le Big Bang va à l'inverse des convictions des deux grands architectes des théories de la gravitation, qui sont Isaac Newton et Albert Einstein, qui croyaient que l'univers était éternel. Dans le cas d'Einstein, toutefois, il ne semble pas avéré qu'il y avait un préconçu philosophique pour motiver cette intuition, qui pourrait être avant tout issue de motivations physiques. Donc ça, pour en savoir plus, voir l'univers d'Einstein. Le maître élabore un point de vue différent de celui exprimé par le pape. La cosmologie et la science en général n'ont pas vocation à conforter ou à infirmer ce qui est du domaine du religieux ou philosophique. Alors que le religieux, lui, il va essayer de dire, voilà, il va essayer de démontrer que la science colle avec la religion. Que la science est en adéquation avec la religion. Alors que le scientifique va dire... le religieux va essayer de démontrer que la science et la religion sont liés l'un à l'autre. Tandis que les scientifiques ne vont pas chercher ça, quoi. Le but de religieux n'est pas de confirmer ou d'infirmer la religion. Elle se contente de proposer un scénario réaliste permettant de décrire de façon cohérente l'ensemble des observations dont on dispose à un instant donné. Pour l'heure, l'interprétation des décalages vers le rouge en termes d'expansion de l'univers est établie au-delà de tout doute raisonnable. Aucune autre interprétation ne résistant à un examen sérieux ou étant motivée par des arguments physiques pertinents, et l'existence de la phase dense et chaude est également avérée. Alors, critique de la part de scientifiques. Par contre, les convictions ou les réticences des acteurs qui ont participé à l'émergence du concept ont joué un rôle dans ce processus de maturation. Et il a souvent été dit que les convictions religieuses de le maître l'avaient aidé à proposer le modèle du Big Bang, bien que cela ne repose pas sur des preuves tangibles. Donc on a dit, ouais, bah, le maître est parti de la religion pour en déduire la science. En revanche, l'idée que tout l'univers eût pu avoir été créé à un instant donné paraissait à Fred Hoyle bien plus critiquable que son hypothèse de création lente mais continue de matière dans la théorie de l'état stationnaire, ce qui est sans doute à l'origine de son rejet du Big Bang. De nombreux autres exemples de réticence sont connus chez des personnalités du monde scientifique. En particulier, Hans, avec un H, Alfvén, qui a été prix Nobel de physique en 1970 pour ses travaux sur la physique des plasmas, qui rejette en bloc le Big Bang, préférant lui proposer sa propre théorie, l'univers plasma, reposant sur une prééminence des phénomènes électromagnétiques sur les phénomènes gravitationnels à grande échelle, théorie aujourd'hui totalement abandonnée. Il y a Edward Milne, qui proposa des cosmologies newtoniennes, et fut d'ailleurs le premier à le faire, quoique après les découvertes de la relativité générale, dans lesquelles l'expansion était interprétée comme des mouvements de galaxies dans un espace statique et minkowskien. Donc pour en savoir plus, voir l'univers de Milne. M-I-L-N-E.
ou le modèle 2000. De façon plus posée, Arnaud Alan Penzias et Robert Woodrow Wilson, qui reçurent le prix Nobel de physique pour leur découverte du fond diffus cosmologique, apportent ainsi la preuve décisive du Big Bang, ont reconnu qu'ils étaient adeptes de la théorie de l'état stationnaire. Wilson déclara notamment ne pas avoir eu la certitude de la pertinence de l'interprétation cosmologique de leur découverte. Alors, Arnaud et moi, bien sûr, étions très heureux d'avoir une réponse de quelque nature que ce soit à notre problème. Toute explication raisonnable nous aurait satisfait. Nous étions habitués à l'idée d'une cosmologie de l'état stationnaire. Philosophiquement, j'aimais la cosmologie de l'état stationnaire. Aussi ai-je pensé que nous devions rapporter nos résultats comme une simple mesure. Au moins la mesure pourrait rester vraie après que la cosmologie derrière s'avérait fausse. Même aujourd'hui, et malgré ses succès indéniables, le Big Bang rencontre encore une opposition, quoique très faible, de la part d'une partie du monde scientifique, y compris chez certains astronomes. Parmi ceux-ci figurent ses opposants historiques comme Jeffrey Burbidge, Fred Hoy et Giant Narlikar, qui après avoir finalement abandonné la théorie de l'état stationnaire, en ont proposé une version modifiée, toujours basée sur la création de matière, mais avec une succession de phases d'expansion et de recontraction, ce qu'on appelle la théorie de l'état quasi-stationnaire. N'ayant pas rencontré de succès probant en raison de leur incapacité à faire des prédictions précises et compatibles avec les données observables actuelles, notamment celles du fond diffus cosmologique. Une des critiques récurrentes du Big Bang porte sur l'éventuelle incohérence entre l'âge de l'univers, plus jeune que celui d'objets lointains, comme cela a été le cas pour les galaxies Abell 1835 IR 1916 et HUDF JD2, mais la plupart du temps, ces problèmes d'âge résultent surtout de mauvaises estimations de l'âge de ces objets, ainsi qu'une sous-estimation des barres d'erreur correspondantes. Dans le monde francophone, Jean-Claude Pecker, membre de l'Académie des sciences, Jean-Marc Bonnet-Bidot, astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique, émettent des critiques sur le Big Bang. Christian Magnan, chercheur au groupe de recherche en astronomie, le GRAA, le Graal, de l'Université de Montpellier, continue à défendre fermement la réalité du Big Bang, mais se montre néanmoins insatisfait du modèle standard de la cosmologie. Il critique notamment ce qu'il décrit comme la soumission inconditionnelle au modèle d'univers homogène et isotrope, c'est-à-dire satisfaisant au principe cosmologique, qui conduit, selon lui, à des difficultés. La plupart de ces critiques ne sont cependant pas étayées par des éléments scientifiques concrets, et ces personnes ne comptent pas de publications sur le sujet dans des revues scientifiques à comité de lecture. C'est-à-dire revues scientifiques reconnues par les pairs, reconnues par les personnes travaillant dans le secteur. Il n'en demeure pas moins que la presse scientifique grand public se fait souvent l'écho de telles positions magistrales, ou marginales plutôt, marginales, offrant parfois une vision faussée du domaine à ses lecteurs. Donc ça va ce qu'on appellerait des fake news scientifiques. Alors, le statut actuel. Les progrès constants dans le domaine de la cosmologie observationnelle donnent à la théorie du Big Bang
une assise solide dont résulte un large consensus parmi les chercheurs travaillant dans le domaine, même si des réserves sont émises par des chercheurs demeurant dans le cadre de cette théorie. Il n'existe, d'autre part, aucun modèle concurrent sérieux au Big Bang. Le seul qui ait jamais existé, la théorie de l'état stationnaire, est aujourd'hui complètement marginale du fait de son incapacité à expliquer les observations élémentaires du fond diffus cosmologique, de l'abondance des éléments légers et surtout de l'évolution des galaxies. Ces auteurs se sont d'ailleurs finalement résignés à en proposer au début des années 1990 une version significativement différente qui est la théorie de l'état quasi stationnaire, qui, comme son nom ne l'indique pas, comporte un cycle de phases denses et chaudes, lors desquelles les conditions sont essentiellement semblables à celles du Big Bang. Il n'existe désormais pas d'argument théorique sérieux pour remettre en cause le Big Bang. Celle-ci est en effet une conséquence relativement générique de la théorie de la relativité générale, qui n'a à l'heure actuelle pas été mise en défaut par les observations. Remettre en cause le Big Bang nécessiterait donc soit de rejeter la relativité générale, malgré l'absence d'éléments observationnels allant dans ce sens, soit de supposer des propriétés extrêmement exotiques d'une ou plusieurs formes de matière. Même dans ce cas, il semble impossible de nier que la nucléosynthèse primordiale ait eu lieu, ce qui implique que l'univers soit passé par une phase 1 milliard de fois plus chaude et 1 milliard de fois plus dense qu'aujourd'hui. De telles conditions rendent le terme de Big Bang légitime pour parler de cette époque dense et chaude. De plus, les seuls modèles réalistes permettant de rendre compte de la présence des grandes structures dans l'univers supposent que celui-ci a connu une phase dont les températures étaient entre 10 puissance 26 et 10 puissance 29 plus fois élevées qu'aujourd'hui. Donc imaginez, imaginez simplement, c'était très chaud. 10 puissance 26. Cela étant, il arrive que la presse scientifique grand public se fasse parfois l'écho de telles positions marginales. Il est par contre faux de dire que l'intégralité du scénario décrivant cette phase dense et chaude est comprise. Et non. Elle n'est pas du tout comprise d'ailleurs. Plusieurs époques ou phénomènes en sont encore mal connus, comme en particulier celle de la baryogenèse, qui a vu se produire un léger excès de matière par rapport à l'antimatière avant la disparition de cette dernière, ainsi que les détails de la fin de la phase d'inflation, si celle-ci a effectivement eu lieu. En particulier le préchauffage et le réchauffage. Si les modèles de Big Bang sont en constante évolution, le concept général est en revanche très difficilement discutable. Donc, on ne discute pas concernant le Big Bang, on discute simplement de comment ça s'est passé en vrai. Voilà. On ne discute pas sur le fond, mais sur la forme, en fait. Le Big Bang, en gros, le Big Bang existait, le problème est de savoir comment. Donc maintenant, on va terminer par Pi 12. Pi 12 et le Big Bang, bien sûr. Parce que si on parle du Big Bang... Alors, l'illustration la plus révélatrice sans doute des réactions suscitées par l'invention du Big Bang est celle du pape Pie XII. Celui-ci, dans un discours de 1951, resté célèbre,
est très explicitement intitulé « Les preuves de l'existence de Dieu à la lumière de la science actuelle de la nature ». Fait le point sur les dernières découvertes en astrophysique, physique nucléaire et cosmologie, faisant preuve d'une connaissance aiguë de la science de son temps. Ouais, Pie XII a étudié visiblement la science. Il ne mentionne aucunement la théorie de l'état stationnaire, mais tire de l'observation de l'expansion et de la cohérence entre âge estimé de l'univers et autres méthodes de datation la preuve de la création du monde. Voici ce qu'il dit. Avec le regard limpide et critique dont il examine et juge les faits, il entrevoit et reconnaît l'œuvre de la toute-puissance créatrice, dont la vérité, suscitée par le puissant fiat prononcé il y a des milliards d'années par l'esprit créateur, s'est déployée dans l'univers. Il semble en vérité que la science d'aujourd'hui, remontant d'un trait des millions de siècles, ait réussi à se faire témoin de ce fiat lux initial, de cet instant où surgit du néant avec la matière un océan de lumière et de radiation, tandis que les particules des éléments chimiques se séparaient et s'assemblaient en millions de galaxies. Il conclut son texte en affirmant « Ainsi, création dans le temps, et pour cela un créateur, et par conséquent Dieu. Le voici donc, encore qu'implicite imparfait, le mot que nous demandions à la science et que la présente génération attend d'elle. » N'approuvant pas une telle interprétation de découverte scientifique, le maître demanda audience à Pie XII, lui faisant part de son point de vue que science et foi ne devaient pas être mêlés. Il est souvent dit que Pie XII se rétracta de ce premier commentaire lors d'un discours prononcé l'année suivante devant un auditoire d'astronomes. Sans parler de rétractation, Pie XII n'évoque plus la création de l'univers, mais invite les astronomes à acquérir un perfectionnement plus profond de l'image astronomique de l'univers. Bon, à vous de voir si le Big Bang est la preuve de l'existence de Dieu. Mais là, on entre dans un débat entre les créationnistes et les autres. Hein. Les créationnistes scientifiques et les créationnistes divins. Parce que le Big Bang, c'est bien du créationnisme, si on y regarde de plus près, quoi. Bon, alors moi, je ne donne pas mon point de vue, hein, parce que je pense que ça n'intéressera pas grand monde, mais bon, j'ai ma petite idée. Étant de confession, étant de base catholique, mais bon, on va pas faire de polémique, de discours de discours sans fin. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Donc je suis désolé, c'était vraiment un cours très technique. Ça a duré pratiquement 2 heures, surtout la deuxième partie. Donc là, on a fini la première série. On attaquera demain ou aujourd'hui, si je me sens en forme. On attaquera demain les deuxièmes vidéos. Donc on parlera pour le Youtubepedia 02 de l'univers. Et pour le Youtubepedia bis, on parlera de... donc deuxième vidéo, on parlera de cosmologie. Voilà. Et je pense que la cosmologie, ça risque d'être compliqué aussi. Hein. Alors, la cosmologie, si j'ai bien compris, il s'agit de l'étude
de l'origine de l'univers. Donc, probablement qu'on va reparler du Big Bang. Je pense que c'est ça, cosmologie, l'étude des origines de l'univers. Donc, l'univers en première partie et la cosmologie en deuxième partie. Pour, et ça sera la vidéo numéro 2. Sur ce, je vous dis à plus et amusez-vous bien. Et reprenez une vie normale.